a décidé d'avoir des entrepreneurs locaux pour parler un petit peu de ce sujet avec eux et puis voir si peut-être même est-ce qu'ils sont vraiment green business, qu'est-ce que le green business, et après on enchaînera sur le concours de pitch animé par Juliette. Donc avant de commencer la table ronde, il y aura une petite vidéo de Pitch to Kids. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une asso qui a pour but de sensibiliser les enfants à l'entrepreneuriat. Donc c'est des entrepreneurs qui vont pitcher devant des enfants, et donc ils sont obligés un petit peu de vulgariser leur concept et de le faire comprendre. Et il y a eu un thème récemment sur le green business, donc on est vraiment dedans. Je vais laisser Camille présenter nos différents invités, puis on passera à la vidéo pour introduire la table ronde. Bonsoir à tous, bonsoir à tous les quatre, merci d'être là. Je vais commencer par tout à droite, Jérôme Leroy, qui nous vient de Lille et qui représente Winat, qui s'installe tout juste à Nantes. Alors, Winat, ils aident les agriculteurs et les professionnels de l'environnement sur la gestion des données de la nature. Ils mettent en place des capteurs connectés et une plateforme d'analyse de ces données pour les aider à mieux produire. Ensuite, nous avons Sylvain Mauger, Design et Innovation Manager chez EP, que vous avez peut-être rencontré sous le nom Énergie Perspective. EP accompagne les professionnels et les particuliers dans leur rénovation énergétique. Pas que, et plein de choses encore. À ta gauche, Véronique Durand, bonsoir, qui représente Pirouette. Pirouette accompagne les collectivités locales sur la gestion de leurs déchets, donc mieux gérer leurs déchets. Et ils ont aussi une boutique d'upcycling à Nantes qui gère. Et enfin, Adrien Suire de Kivivo, fondateur et président de Kivivo, qui commercialise et qui va bientôt commercialiser un nouveau thermostat connecté pour aider les particuliers à mieux gérer leur consommation, avoir allié confort et économie dans la maison. Et pour ceux qui veulent live tweeter, vous avez la Wi-Fi, c'est Wi-Fi@CCO, et le mot de passe, c'est également Wi-Fi@CCO. Et en ce moment, il y a un streaming également sur notre chaîne YouTube, donc vous pourrez revoir la table ronde et revoir les pitchs également. Donc on va lancer juste la vidéo d'abord du Green Business. Qu'est-ce que le Green Business par les enfants ? En compagnie de la plus belle banane du monde, du mercredi, et de Jojo, la fée. Tu es une fée, c'est ça ? La fée du zéro déchet. Du zéro déchet. Au bocal, c'est un bocal magique, tu vas sauver le monde. C'est trop bien ta baguette. Voilà. Oui, elle est trop bien. Et donc, quels conseils vous donnez aux entrepreneurs ? Vous en avez donné plein là, c'est sûr, de récupérer l'eau, de faire du compost. Il y avait quoi d'autre comme idée ? Il y avait faire attention aux lumières, débrancher les multiprises, installer des panneaux solaires, mettre un récupérateur d'eau. C'est-à-dire que tes parents, ils sont éco-responsables ? Oui, sur des points oui, mais sur des points non. Parce qu'ils prennent la voiture à la place de prendre une voiture électrique, mais ils disent que ça utilise plus, mais il y a des voitures solaires. Ouais. Et t'essaies de les mettre au vélo ou à la trottinette ? C'est bon, c'est juste pour... Et le père, c'est mes parents, enfin mon père surtout, mais ma maman elle aime pas trop, enfin elle est pas trop vélo, mais mon père, il va tout le temps, il va presque tout le temps à l'école, au travail. Il va à l'école ? Non, au travail en vélo, mais sinon s'il va pas en vélo, c'est pour y aller en transport en commun, il n'est jamais allé en voiture. Ok. Donc maintenant, est-ce que vous avez envie de vous engager pour sauver notre planète ? Oui. Et pour donner une meilleure planète à vos enfants ? Ouais. Carrément. Et dans le monde, il y a 195 chefs d'État qui vont se réunir dans le cadre de la COP21 pour réfléchir à comment faire en sorte que la planète aille mieux en termes d'écologie, etc. Est-ce que vous avez un message à leur donner, à leur faire passer ? Qu'il faut arrêter de déforester les forêts parce que il y a des animaux en voie de disparition qui vont mourir sinon. Comme il y en a, je sais pas d'exemple, mais il n'y en aura plus du tout. Ouais. Et essayer d'être plus écologique, pas vouloir faire le moins cher à tout prix. Et même si tu payes un petit peu plus pour chaque produit, et même s'ils les vendent un peu plus cher, que ça soit plus écologique. Prendre des produits de chez nous. Parce que nous, on comprendrait ça, les consommateurs. Ouais. Voilà, donc on voit que c'est des actions très concrètes pour eux. Est-ce que vous aurez une définition du green business ? Qu'est-ce que le green business selon vous ? Vous avez des micros juste devant, si vous voulez. Véronique, je te sens, t'as envie de te lancer. Qu'est-ce que le green business ? C'est sans doute, je sais pas, des
des entreprises, des structures qui ont envie d'agir pour l'environnement et qui ont des valeurs écologiques. Sans doute, ça part de là. Oui. Est-ce que vous vous considérez tous dans le green business ou pour vous, c'est peut-être un peu galvaudé, un peu trop de greenwashing qu'on entend? Je vois que tu me regardes, donc je vais te répondre. Puisque moi, je suis l'agriculteur de la bande. Moi, effectivement, je me considère connexe au green business, mais pas forcément. Moi, je travaille dans l'agriculture, dans l'environnement. Ça fait partie du green, mais je ne revendique pas Winat comme partie forcément du green business. Et je vais enchaîner avec vous, Adrien. Est-ce que le green business est une opportunité ou d'abord c'est une conviction? Comment est-ce qu'on arrive sur ce marché? Je pense que c'est plus par conviction. Très clairement, aujourd'hui, voilà, il suffit de voir ce qui se passe à COP21, de voir le réchauffement climatique, etc. Je pense qu'il est quand même assez simple d'imaginer que le green, pour différentes raisons, hein, soit pour diminuer, par exemple, dans notre cas, les factures d'énergie, parce que les factures d'énergie coûtent de plus en plus cher, parce que naturellement, c'est de plus en plus complexe à produire. Soit parce qu'il y a de plus en plus de réchauffement climatique, donc il faut mieux protéger, enfin plus en plus plutôt d'intempéries, donc il faut limiter les intempéries parce que sinon ça coûte cher en assurance. Enfin, maintenant il y a plein de modèles qui sont en train de la valeur climatique ou la valeur, l'impact en tout cas climatique fait qu'il y a de plus en plus de coûts et que du coup il y a des nouveaux modèles économiques qui existent et pour essayer de faire baisser cet impact. Donc moi, je le vois plus comme ça, et donc c'est une conviction. Déjà, il faut avoir l'envie. Et après, identifier qu'effectivement, il y a des modèles économiques qui existent et que ça en fait des opportunités et que moi, j'aime bien l'expression « green is green ». Le dollar est vert, c'est quand même un point important aussi. Il ne faut pas oublier qu'on est là pour monter des entreprises. Il y a quand même du business derrière. Pour rebondir sur ce que dit Adrien, je pense que quand on est entrepreneur, il ne faut pas avoir peur de l'opportunisme. C'est un peu plus noble du terme, hein. C'est pas celui qui retourne sa veste, mais de saisir les opportunités. Et là, effectivement, dans le green, je pense qu'on a vraiment les deux qui se marient. Des convictions, une poussée très forte, pas vraiment politique, plutôt citoyenne. On est un peu à la bourre par rapport aux actes politiques. Et comme l'a dit Adrien, du coup, des nouvelles opportunités qu'il ne faut vraiment pas avoir peur de saisir. Et le mot opportunisme n'est pas sale, je pense, quand on entreprend. Donc finalement, chez vous, dans l'ensemble, la frontière entre écologie et business, elle devient de plus en plus mince, quoi, si j'ai bien compris. C'est plus business, plus green, ou au contraire, justement, l'aliment des deux qui fait le business? La conviction ou la politique, comme tu le disais, ou le business? J'imagine que on monte une entreprise, on a des salariés. Le côté business, c'est important aussi. On a décidé, nous, d'être assez extrêmes, puisqu'on se positionne comme fournisseur d'économie d'énergie. Et en fait, notre modèle économique qu'on a construit, on ne vend pas qu'un thermostat. En fait, ce thermostat fait plein d'autres choses. Mais c'est surtout, en fait, tous nos modèles économiques vont se déclenchent parce qu'on réduit la facture des gens. Donc, en fait, notre idée, fournisseur d'économie d'énergie, en gros, plus on baisse la facture d'un fournisseur d'énergie, plus nous, on a de moyens de gagner de l'argent, pour faire simple. Donc, effectivement, on en a fait une opportunité. Véronique, vous êtes pour nous une serial entrepreneuse du green, parce que vous avez monté plein de projets. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu les différents projets que vous avez montés et la conviction derrière? Oui, alors du coup, moi à la base, la question du business se posait pas vraiment, c'est plus une question de conviction et d'envie d'entrepreneuriat. Donc l'envie de réduire les déchets, l'envie de faire prendre conscience, l'envie de sensibiliser au gaspillage, à tous les matériaux qui pouvaient être réutilisés, qui pouvaient être beaux aussi en les transformant. Donc ça part de là. J'ai créé donc un espace dédié à l'upcycling. Donc l'upcycling sont des créations qui sont faites à partir de réemploi. Donc je travaille avec environ 50 créateurs différents qui sont pour la grande majorité des créateurs d'ici, du Grand Ouest, de Bretagne et puis de Pays de la Loire.
Je propose que des créations qui sont faites à partir de matériaux réemployés, donc qui étaient destinés à être jetés, qui sont transformés manuellement par l'artisanat en fait, et du coup qui deviennent d'autres choses, des accessoires utiles, durables et esthétiques. Et du coup, assez vite, j'ai eu envie d'aller plus loin et de travailler avec les entreprises sur de l'accompagnement et du conseil sur la réduction des déchets, également avec les collectivités qui me sollicitent également. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. Puis du coup, je m'investis également beaucoup dans le collectif Zéro déchet, 100% ressources, qui est assez actif là depuis maintenant 1 an. Et on est une bonne vingtaine très actifs de professionnels du déchet à agir pour amener la métropole nantaise sur un mode de fonctionnement zéro déchet. Et du coup, donc mon engagement, il est vraiment là sur la réduction des déchets. Et la question du business, en fait, pour moi, elle est venue après. C'est comment trouver un modèle économique avec ces valeurs-là, en fait. Et ça aurait pu se faire sous la forme d'une association, parce qu'il y a des associations aussi qui en soi font du bénéfice, même si elles ne doivent pas faire trop de bénéfices, mais peuvent être très très bien fonctionner là-dessus. Pourquoi avoir choisi le modèle de l'entreprise plutôt ? Après, c'est des choix de construction de projet. Bon, il se trouve qu'après, j'ai tout créé toute seule, donc l'association ne pouvait pas fonctionner dans ce cas-là. Il faut être au moins 2 pour créer une association. On construit, on compare, on essaie de voir comment c'est possible. Et puis de toute façon, l'espace que j'ai créé, il se trouve que c'est finalement un espace boutique commerce. Donc de toute façon, ça peut pas être une structure associative. Et puis c'est plus dans un objectif de développement aussi à la base, quoi. Moi, je voulais juste vous dire par rapport aux convictions, c'est des convictions personnelles dans le milieu agricole d'abord. Et pour rebondir sur ce que dit Adrien, c'est aussi parce qu'il y a des clients, il y a des gens qui sont intéressés. Moi, mes clients qui sont agriculteurs, c'est eux qui sont moteurs, c'est eux qui tirent, c'est eux qui ont des problématiques sanitaires, c'est eux qui ont des problématiques climatiques dans leurs parcelles, c'est eux qui demandent d'avoir une information plus précise sur mobile, sur tablette, parce qu'ils sont en train de remplacer leurs parents dans les exploitations et ils ont envie de changer aussi un peu de modèle. Et donc, ils cherchent des outils plus adaptés face aux problématiques qu'ils imaginent dans 5 ans, dans 10 ans, pour aussi que leur exploitation survive. Parce que c'est aussi, moi, 100% de mes clients sont entrepreneurs. Voilà. Donc, ils pensent à comment on va léguer une exploitation agricole dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans. Et pour ça, faut sans cesse innover. Alors, ça nous amène à la question des parcours. Donc, vous, on a vu, Véronique, que vous êtes dedans depuis un moment. Il y a des convictions. Est-ce que pour travailler dans le green, il faut venir du green pour être crédible, ou est-ce qu'on peut très bien monter sa structure avec l'envie, avec beaucoup de détermination et être crédible aussi bien auprès des clients que des investisseurs ou que des structures concurrentes ? Comment vous positionnez par rapport aux autres ? On a forcément des affinités. Moi, c'est assez simple. Mes parents sont dans la transition énergétique depuis que je suis né, donc je baigne dedans. Par contre, j'ai pas du tout un parcours professionnel qui est dans ce domaine, puisque j'ai commencé dans l'automobile. J'étais responsable d'innovation dans l'automobile. Après, j'étais plutôt directeur commercial dans une SS2I. Après, je me suis occupé de développer une start-up nantaise bien connue, iAdvise. Donc, globalement, j'ai pas fait du green pendant toute ma carrière. Par contre, j'ai un parcours qui m'a permis de toucher un certain nombre de métiers. Et c'est vrai que j'ai aussi l'histoire familiale qui conduit à ces convictions. Mais je pense pas que ça soit nécessaire de forcément travailler dans ce métier pour tomber dedans. Pas certain. Alors de la même manière, moi j'étais pas du tout dans ce domaine avant en fait. C'est vraiment l'envie d'entreprendre qui m'a fait partir dans le milieu du green, si on peut appeler ça comme ça. Mais du coup j'étais plutôt dans l'audiovisuel, le spectacle vivant, en gestion de projet et en communication. Et après j'ai envie de dire c'est un peu comme dans tous les autres domaines, quoi. On peut toujours changer, se former, expérimenter à partir du moment où on en a envie et qu'on persévère, quoi. Sylvain, vous nous parlez. Tour de table. Ouais, parlez-nous un peu de la contre-étiquette. On a aussi envie de voir, parce que certes, vous êtes dans le green business, mais vous avez d'autres activités entrepreneuriales à côté. Vous avez un parcours aussi atypique. Atypique, je sais pas, mais effectivement, école de commerce,
Ça, c'est assez classique. Grand groupe pour commencer, et puis à un moment donné, effectivement, envie d'entreprendre. Mais il s'avère que c'était plutôt dans le vin, parce que j'ai plutôt un parcours numérique avant de venir à la transition écologique. Mais on pourra peut-être faire un parallèle. Je pense que les deux sont très complémentaires. Si on associe les deux forces, on devrait aller très très loin. Mais voilà, grand groupe, entreprise, vente de vin. On voulait changer un peu les modèles classiques, faire du direct producteur pour réduire certains coûts, puis aussi certains impacts. On l'a royalement planté pour la remonter juste à côté, devenir rentable. Donc voilà, une première corde à l'arc de l'entrepreneur. Ensuite, moi j'ai eu la chance d'entreprendre dans des grands groupes, car j'étais consultant associé dans un cabinet de conseil, où le but était de faire de l'intrapreneuriat, ou en tout cas d'incuber des projets stratégiques, mais sur lesquels on ne souhaitait pas forcément mettre beaucoup de moyens, ou avec les moyens d'un grand groupe, ça voulait dire tout de suite un tempo très lourd, des délais assez forts. Et puis quand j'ai rejoint EP, et ça aussi je pense que c'est important pour vous, si vous êtes porteur de projets ou si vous avez l'envie d'entreprendre. Moi j'ai rejoint EP comme un bon numéro 2, parce qu'on peut aussi entreprendre en étant second, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être le fondateur, le porteur de l'idée, le porteur du rêve, mais on peut aussi entreprendre en étant son bras droit, et c'est la chance que j'ai chez EP, mettre en œuvre en fait le rêve et la stratégie de l'entrepreneur initial. Et c'est une très bonne façon également d'entreprendre. Donc, s'il y en a dans la salle qui ont cette envie, n'hésitez pas à être numéro 2. C'est aussi s'ouvrir beaucoup d'opportunités, c'est aussi entreprendre. Et juste avant de te passer la main, pour revenir, donc, moi je viens du numérique et ce qui m'a permis de bosser chez EP, où on aide effectivement la transition énergétique, la transition écologique, à faire en sorte que nos habitats consomment moins d'énergie pour leur chauffage, pour l'eau chaude, pour le confort de leurs habitants. Mais la transition écologique en tant que telle, elle a un but, mais elle nous déçoit un peu dans le chemin qu'elle prend. Et ce que je trouve assez fort avec ce qu'on essaye de faire chez EP, mais je pense que ça nous rejoint au moins tous les trois, je parle des garçons autour de cette table, puisqu'on est tous aussi très ancrés dans le numérique. Et le numérique, on voit les révolutions numériques qu'on est en train de vivre, elle écrase tout, c'est une grande force, mais elle n'a pas forcément de but. Donc si on arrive à lier les deux, donner le but de la transition écologique au numérique, je pense qu'on peut faire de belles choses, et en tout cas je le souhaite. Donc moi je pense qu'effectivement, comme Adrien, il ne faut pas forcément venir du green business pour faire du green business. C'est d'abord des convictions personnelles. Et moi, ma vision, ça a été d'utiliser ce que j'avais pu vivre avant. J'ai aussi travaillé pour un grand groupe pendant très longtemps, à l'international, dans plusieurs pays, pour parler du parcours. Ensuite, j'ai créé une entreprise en intrapreneur au sein de cette boîte, qui est maintenant propriété de la société. Et puis au final, c'est plutôt des valeurs personnelles et envie d'entreprendre en utilisant au maximum les compétences acquises pendant 10 ans d'expérience et les convictions et les passions personnelles. Voilà. Donc moi, j'ai aussi voulu amener le numérique dans l'agriculture, accessible à tous les agriculteurs du monde. Voilà. Mon projet de départ, c'était ça. C'était la nature intelligente qui reliait mon expérience passée dans l'industrie et à l'international. J'ai vécu en Inde. Donc j'ai vécu longtemps à côté d'agriculteurs en Inde. Je n'étais pas dans le business de l'agriculture en Inde, mais je passais beaucoup de temps dans l'agriculture. Et ça m'a donné envie. Et je me suis dit que dans 10 ans, un agriculteur qui a 2 ou 3 hectares en Inde, demain il en aura 10. Et il ne pourra pas s'acheter un tracteur à 200 000 €. Il ne pourra pas utiliser un satellite. Il ne pourra pas utiliser un drone. Il n'aura peut-être pas encore Internet. Et pourtant, il faudra qu'il puisse mieux piloter ses exploitations, sa rizière. Et c'est pour ça que j'ai entrepris, que j'ai créé Winat. C'est aussi lié à une rencontre que j'ai faite de quelqu'un qui était passionné de la biodiversité et qui m'a donné envie de rendre la nature intelligente. Et c'est comme ça que petit à petit, on a choisi l'agriculture. On a choisi une problématique qui est l'irrigation. Et puis après de l'irrigation, on est passé sur de la date de semis, bien choisir la date à laquelle on sème. Voilà. Et toujours avec le numérique parce que les gens en veulent, en ont besoin. C'est facile, c'est simple. Tout le monde a un smartphone, c'est hyper attractif. Et on a en plus des talents qui savent développer, qui peuvent... Moi, mon rêve, c'est aussi d'avoir 100% de mes collaborateurs, une bonne partie, qui sont passionnés par le projet. Et je pense que la force de certaines entreprises,
moi j'ai travaillé quelques années chez Decathlon et je trouve que la force d'un entrepreneur, c'est que les collaborateurs ils soient hyper passionnés par la finalité du projet de l'entreprise. Et j'ai pu le vivre ça dans aussi mes précédentes expériences, faire des erreurs de recrutement. Donc dans votre projet, le recrutement c'est hyper important parce que si au final le projet c'est pas le moteur principal, et ben au final parfois ça ne peut pas tenir suffisamment longtemps ou apporter suffisamment de créativité. Voilà, bon, ça c'est une conviction perso. Et j'essaye de le mettre en œuvre. C'est pas toujours évident parce que parfois on a aussi besoin de compétences très vite et on peut oublier que l'important c'est la passion pour le domaine final qui pour moi est l'agriculture. Voilà. Je vais revenir un peu en arrière. Je m'adresse à toi, Jérôme, mais les autres aussi. Du coup, au début du projet, vous aviez déjà cette teinte écologique, mais aussi business. Est-ce que c'est compliqué de monter face à des investisseurs, par exemple? Il y a un moment dans le développement du projet où on a besoin d'être face à des investisseurs. Comment est perçu ce côté écologie et green? Est-ce que c'est un atout en plus de votre business model? Ou est-ce que il va falloir que vous allez convaincre encore plus de ce côté-là? Est-ce que c'est compliqué de présenter un projet green à des investisseurs plus qu'un autre? Toi, ou... Moi, je pense que non, pas du tout. Parce que quand on parle d'investisseurs, on parle de marché, on parle de croissance. Et que dans l'occurrence, le marché qui, moi, me concerne, il est énorme. Il y a 570 millions d'agriculteurs dans le monde. Il y a des dizaines de milliards d'euros investis par les agriculteurs tous les ans pour améliorer leurs pratiques, pour mieux gérer l'eau, pour mieux gérer leur date de semis. Et donc, le marché était déjà mûr, en fait. Le marché n'était pas mûr, mais il se transforme grâce au numérique. Et donc, c'est déjà un marché existant, mais qui est en train de se transformer grâce au numérique, en rendant accessibles des choses qui étaient avant pas disponibles pour l'agriculteur, mais qui étaient utilisées par des conseillers. Donc, le marché était déjà présent, mais la croissance est en train de s'accélérer pour passer 10, 20, 30% de points de croissance annuels sur un marché. Et ça, je pense que pour des investisseurs, c'est un des aspects qu'ils regardent avec l'équipe, avec la vision, avec l'expérience des personnes. Puisque plus le projet est complexe, plus il faut une équipe solide. Mais je pense que le green, ou en tout cas l'environnement, ou le fait de vouloir participer à améliorer la situation, forcément, comme disait Adrien, il y a un problème, donc il y a forcément des opportunités. Et c'est les opportunités que les investisseurs cherchent. Et tu soulignes bien qu'il y a beaucoup de numérique dans ton projet et ça, c'est vrai que ça plaît aux investisseurs, on ne va pas se mentir. Nous, on n'essaye pas forcément d'avoir des gens du numérique sur les tables rondes, mais on se retrouve avec l'écosystème nantais souvent avec beaucoup d'entrepreneurs du numérique pour des projets dits, entre guillemets, un peu plus classiques. Je pense notamment à toi, Véronique, qui a une boutique, quelque chose de physique. Est-ce que, là, on parle d'investisseurs, mais également de banquiers, en fait, tout simplement. Est-ce que c'est facile d'aller les convaincre ou est-ce que c'est un peu plus compliqué du fait de ce positionnement écologique ? Oui, alors juste pour rebondir sur le numérique, je suis aussi sur le numérique malgré tout, puisque je suis en train de créer une plateforme Pirouette, du coup, avec tout un espace information, ressources, un shop aussi en ligne. Et puis voilà, donc ça me semble un peu incontournable aujourd'hui. Et puis du coup, c'est aussi les moyens de communication qui sont essentiels, quoi. Est-ce que c'est plus facile, est-ce que c'est plus compliqué de convaincre un investisseur? C'est comme voilà, on disait à ma droite, je pense que c'est une question d'opportunité, de marché. Aujourd'hui, oui, c'est un marché en plein essor parce qu'il y a une prise de conscience, parce qu'il y a des choses qui se passent. Donc forcément, on se rend compte que oui, ce sont des entreprises ou des business qui vont aller plus loin et qui ont un potentiel de croissance élevé. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit plus ou moins difficile, en fait. Dans mon cas, ça a été classique, en fait. Ouais. Peut-être que tu vas un peu nous partager vu que ça a beaucoup grossi récemment. Non, mais moi je pense que c'est assez facile. Je dirais même que c'est assez facile. Quand on voit les montants investis en France dans l'innovation, dans le clean tech, j'avais calculé, c'est à peu près 2 milliards en France par an. Donc il y a des moyens financiers colossaux qui sont mis en jeu, alors aussi bien BPI que des investissements privés, des investisseurs privés, etc. C'est tout simplement parce que les marchés sont tellement gros
que quand il y a un potentiel énorme, avec le réchauffement climatique, effectivement, un financier, il est assez pragmatique, il va mettre l'argent là où il peut en trouver. Enfin, là où il va pouvoir en produire. Donc c'est finalement assez facile. Après, après, ça dépend à qui on s'adresse et quelle taille de marché on adresse. Parce qu'effectivement, quand on va toucher un marché mondial, finalement, on peut avoir un potentiel de croissance et un marché potentiel qui est très important. Donc, c'est facile d'aller chercher de l'argent. Si on est plus limité, c'est plus complexe. Et je reviendrai sur les aspects numériques parce que j'entends souvent effectivement le mot numérique, mais il n'y a pas que. Enfin, je voyais, il y a beaucoup de startups qui sont pas du tout dans le numérique, mais dans le clean tech. On n'en parle pas souvent, mais il y a tout ce qui est éolien, les énergies sous-marines, etc. Et c'est un domaine qui est en pleine expansion. Je pensais notamment à une startup qui a fabriqué une chaudière, qui a conçu une chaudière assez révolutionnaire, qui vient par exemple d'intégrer à son capital l'ancienne patronne de Areva, Anne Nauvergeon. Donc ça attire de plus en plus, il y a beaucoup plus de gens qui sont attirés parce qu'il y a un potentiel, parce qu'il y a un vrai besoin, une vraie réalité. Donc c'est pas compliqué d'attirer des talents et des investisseurs. Sylvain, je te voyais hocher la tête sur la chaudière. Est-ce que vous aidez les gens qui veulent faire appel à vous? Est-ce qu'il y a des aides spéciales pour devenir un peu plus green sur son habitat? Et est-ce que vous, en tant qu'entreprise, vous avez des aides dédiées au green ou pas? Je ne sais pas si tu es au courant de ça. Alors, par rapport à nos clients qui sont, nous, essentiellement des propriétaires ou locataires de leur logement, il y a des aides effectivement de l'État et nous, on les accompagne pour les obtenir, pour les qualifier et à la fin obtenir ce fameux chèque qui peut être un chèque, qui peut être un crédit d'impôt. Donc oui, et heureusement d'ailleurs qu'il y a ces aides-là, parce que quand on parle à un propriétaire de maison de réduire sa facture d'énergie, donc de rénover pour le faire, les montants d'investissement sont souvent assez élevés. Et on a du mal, en fait, sur le simple retour sur investissement de l'économie d'énergie au quotidien, à financer souvent les projets. Donc les aides sont aussi un petit plus, voire un gros plus. Concernant EP, nous on a zéro aide par rapport à zéro aide publique au sens subvention. Par contre, nous on a effectivement la chance, et Adrien en a parlé, d'être accompagné par BPI. Où on a souvent un bon effet de levier, investisseur plus BPI pour un financement, c'est très très intéressant. Aux gens qui ne connaissent pas forcément, tu peux expliquer un peu ce qu'est la Mon BPI public et ce qu'elle fait? d'investissement, voilà. Vous, elle investit à quel titre dans BPI? En fait, elle n'a pas investi en tant que telle, elle nous a aidé à financer notre développement, donc ça a plutôt été du prêt, mais c'est des prêts bonifiés, des prêts c'est des avances remboursables, il y a vraiment un certain nombre de dispositifs très intéressants. Je pense de plus en plus connus, BPI, c'est ancienne Anvar et Oseo, ils ont fusionné. On retrouve de vrais entrepreneurs au board aussi, pas que des banquiers au sens classique. Voilà. Donc nous, ça a été un apport essentiel dans notre développement, puisque la BPI nous a prêté quasiment autant que notre investisseur. Ça a vraiment quasiment été 1 pour 1. Après, le choix des investisseurs, je pense qu'on a la chance, là, avec l'étiquette green, d'être encore un peu plus... comment dirais-je, bankable, ou en tout cas, oui, effectivement, on est sur une transition intéressante. Après, le choix de l'investisseur est non négligeable. Et nous, on a vraiment la chance chez EP d'avoir trouvé un investisseur où on partage des valeurs avec lui. Pas qu'une valeur financière, un TRI, en tout cas un retour sur investissement à X temps. C'était aussi important. Ça nous a même retardé un peu dans la levée de fonds, parce qu'on avait vraiment envie de trouver le bon. Tu parles d'accompagnement par BPI, mais parfois il y a des accompagnements par des structures privées. Et en l'occurrence, le bankable, je pense à toi, Jérôme, parce que Samsung a été intéressé par ce que vous faites avec la plateforme Arctic. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ils vous ont approché et pourquoi? Ça, c'est effectivement on a été approché par Samsung par l'intermédiaire de Sigfox, pour ceux qui connaissent, puisqu'on utilise dans nos capteurs en partie Sigfox, mais aussi d'autres réseaux. Et donc Samsung, comme toute grosse boîte qui réalise des gros événements partout, aux États-Unis, en Californie, partout en Corée, nous on a été invités dans un événement avec 2000 personnes en Californie pour l'IoT, donc un événement Internet des objets.
voilà. Et on a dû présenter notre cas d'usage, puisque tu me disais de prévoir la traduction. Je t'ai parlé de use case, donc un cas d'usage. En agriculture, comment on pose un capteur dans un champ et comment ces données remontent directement sur un smartphone. Et tout ça, Samsung nous a financé un petit peu de marketing qui nous a permis de faire une super vidéo. Et tout simplement, ce que moi j'ai bien aimé dans ce partenariat avec Samsung, c'est que sur scène, ils ont fait monter donc Winat, ils ont fait monter Arduino. Vous connaissez peut-être Arduino, c'est les cartes programmables pour les développeurs ceux qui peuvent se lancer dans l'électronique grâce à ces petites cartes qui permettent de démarrer l'électronique embarquée. Et eux, ils ont créé donc une communauté autour de 3 puces à différentes tailles qui permettent à un maximum de développeurs dans le monde de développer des cas d'usage. Et nous, on était un cas d'usage exemple, comme d'autres cas d'usage sur, je ne me souviens plus l'autre, mais plusieurs cas d'usage sur le site de Samsung qui sont disponibles pour donner envie à des milliers de développeurs dans le monde d'utiliser ce genre de petites puces technologie pour développer l'Internet des objets avec de multiples capteurs qui ne consomment pas d'énergie, puisque notre positionnement, nous, c'est la consommation d'énergie. Donc, qui ne consomment pas d'énergie, qui sont autonomes pendant très très longtemps et qui doivent être robustes, puisqu'ils doivent rester dans un milieu très agressif comme l'agriculture. Voilà. Donc, le partenariat avec Samsung, c'est surtout ouvrir une initiative à une communauté qui va pouvoir générer de l'idée de Winat plein d'autres idées potentielles qui seront demain peut-être les futurs beaucoup plus gros que Winat, mais moi, c'est ça qui me plaît. Voilà. Donc tout à l'heure on parlait de créer une entreprise ou autre. Moi au départ mon projet c'était de créer une fondation et je me suis dit qu'en fait j'allais réussir à convaincre personne pour monter mon activité. Par contre si ça marche je ferai quelque chose pour les autres. Mais pour démarrer c'est plus facile quand il y a besoin d'argent et notamment quand le marché est gros et qu'il y a de l'ambition dans le projet. Il faut un peu de carburant et le carburant ça se monte pas dans une fondation ou alors on fait du fundraising, on fait du... Je ne sais même plus comment on dit en anglais. Levée de fonds. Ouais, mais dans une fondation, ça se dit pareil d'ailleurs. Voilà. Donc là, on va chercher 5 millions d'euros. Là, il y a un exemple fantastique, si vous connaissez, qui s'appelle Charity Water. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça dans la salle, mais c'est fantastique. C'est backé par Google. C'est des millions d'euros investis. Et ça permet d'aller créer des puits géolocalisés partout dans le monde, notamment en Afrique, pour rendre accessible l'eau à des petits villages africains. Et ça, c'est une fondation. Et justement, le changement, finalement, la transition environnementale, écologique, tu parlais là de est-ce que je fais une fondation, est-ce que je fais une entreprise ? Finalement, tu as choisi une entreprise. Est-ce que finalement, ce changement, cette transition, elle ne viendrait pas des entreprises en tirant le trait plus loin du profit et des entrepreneurs, plutôt que de l'État ou que de la politique ? Est-ce que finalement, le changement écologique, la prise de conscience, c'est plus dans l'économie qu'elle va se faire, avec des nouveaux produits, avec des nouveaux marchés, que par conviction, ou est-ce que c'est un peu les deux ? Parce que je te vois... Ouais. Mais ça dépend des projets, mais à partir du moment où il y a besoin d'investissement, parce que en fait, la difficulté dans la transition énergétique, c'est qu'il y a quand même des barrières à franchir, donc il y a des choses, des moyens financiers, et quand on est obligé d'enlever ces barrières, on est obligé d'investir et donc on a besoin de moyens financiers. Et je pense que ça c'est ce qui rend difficile finalement. C'est pour ça que c'est plus des entreprises qui peuvent se permettre de le faire. Après, il y a d'autres fondations, il y a des fondations qui arrivent à le faire, mais avec d'autres mécanismes, mais qui sont peut-être moins connus et où le mécénat ou ces notions-là, c'est plus difficile encore aujourd'hui. Peut-être que ça va évoluer. Avec le temps, qu'on va se rendre compte que de toute façon on n'a pas le choix. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui ça va plus venir des entreprises, pour l'instant. Ouais, je suis plutôt d'accord avec Adrien. La raison aussi, c'est parce que y a une possibilité d'action et d'agir beaucoup plus flexible et rapide en fait que les institutions. Donc bon, ça joue beaucoup. Après, si la question c'est est-ce que ça viendra des institutions et des politiques ou est-ce que ça viendra des entreprises, ça doit venir des deux de toute façon. Hein. Après, il faut de la réglementation et la législation qui va dans le bon sens, sinon ça ne peut pas fonctionner. Mais aussi, pour moi, ça viendra aussi d'une prise de conscience collective du grand public et
de tout le monde dans son quotidien, dans sa manière d'agir. Et ça, ça peut pas aller sans ça non plus. En parlant de prise de conscience, tu es engagée sur Bougeons la France en ce moment. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Je ne suis pas engagée Enfin, sur t'es Bougeons la dans France, le sur La projet. France s'engage, non, Oui. c'est ça La Autant France pour moi. s'engage, ouais. Non, en fait, c'est un concours national là, qui se déroule en ce moment. Donc qui s'est déroulé en plusieurs étapes. Donc tous les 6 mois, en fait, il y a 15 lauréats qui sont sélectionnés parce que ce sont des projets sociaux et environnementaux qui existent déjà sur le territoire français et qui ont la possibilité de changer d'échelle. Donc soit de changer d'échelle sur un territoire ou soit d'agrandir le public visé, par exemple. Et du coup, moi, je prépare ce concours là, depuis début septembre, je crois. Et là, c'est la phase finale. Et d'ailleurs, j'attends avec impatience les résultats là aujourd'hui ou demain, en fait. Donc effectivement, c'est à la clé un gros financement qui est, pour le coup, là, une subvention, c'est assez rare parce que du coup, ça existe peu pour les entreprises, que ce soit par des collectivités territoriales, enfin des collectivités locales ou par l'État. Là, il y en a peu. Donc, du coup, moi, ça va me permettre très concrètement de développer tous mes projets, notamment la plateforme en ligne pour la sensibilisation au grand public et puis, du coup, toute l'offre entreprise, la déployer aussi ailleurs sur le territoire français, donc en embauchant 4 personnes sur 2 ans. Donc voilà, ça c'est La France s'engage. Et vous ne pouvez plus voter malheureusement, c'était jusqu'à vendredi. Mais il y avait toute une phase de vote la semaine dernière pendant 5 jours. Donc il y a un vrai rôle de sensibilisation aussi des entrepreneurs. Est-ce que vous êtes sollicité par les pouvoirs publics, donc que ce soit la COP21, que ce soit les collectivités locales? Moi, je peux vous donner mon expérience. La COP21, oui, forcément. Par contre, moi, j'ai une boîte de 10 personnes, donc j'ai pas le temps de m'en occuper. Mais un peu comme Samsung, je l'ai fait pour Samsung, je peux pas le faire pour tout le monde. Voilà. Par contre, moi, ce que j'aime bien depuis que j'entreprends chez Winat, c'est le virage qu'a pris le ministère de l'économie et du numérique et les équipes qui entourent la ministre, qui bougent plutôt bien. Et qui sont en train de changer un peu la manière dont les choses avancent. Donc il y a des initiatives comme la French Tech, il y a plein de choses. Nous, on est un groupe, on est en train de monter une association dans l'agriculture connectée. Donc on est en train de se monter entre boîtes dans l'agriculture. Et le ministère nous soutient dans cette dynamique pour préparer notamment le salon de l'agriculture. Voilà, donc on est en train de monter quelque chose. Et je pense que les pouvoirs publics sont assez... les CCI aussi sont un peu impliqués. Moi, je suis arrivé ici à Nantes il y a quelques mois. J'ai rencontré pas mal de personnes sur la partie, notamment l'agriculture. Comment on connecte l'agriculture à la ville à l'agriculture. J'ai des clients qui sont maraîchers. Donc on touche à plein de sujets. Et je pense qu'il faut juste trouver les bons leviers pour que ça fasse pas... que la boîte ne perde pas de temps ou ne se fasse trop d'espoir. Par contre, le fait d'avoir derrière soi des pouvoirs publics d'une région, un ministère, une CCI, une ville, ça peut permettre à une boîte de donner du sens aussi en local, quoi, voilà. Et c'est hyper important dans nos domaines où on a des convictions, que des personnes soient capables de les réceptionner, ces convictions. Et c'est pas gagné. Donc je passais le message que ici, dans les Pays de Loire, je pense que le message, c'est très audible. Les gens sont vraiment à l'écoute sur l'environnement. Je suis assez bluffé. À Lille, c'était un peu moins le cas. Et surtout, le ministère qui, lui, je trouve, se bouge vraiment sur le numérique, quoi, voilà. Alors, je vais revenir un peu en arrière. Tout à l'heure, on a vu des enfants nous parler du green business. Ils nous ont donné des conseils pour mieux respecter l'environnement dans notre entreprise. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour que l'environnement soit plus en silo, mais soit dans toutes les couches de votre entreprise? Qu'est-ce que vous faites concrètement chez vous pour l'environnement, dans l'organisation de votre entreprise? Adrien? Pour l'environnement ou pour la RSE en général? Compliqué comme question, c'est pas moi qui traite le sujet. Ah bon? Non, on travaille sur non, parce que on a des, en fait, tous les collaborateurs sont engagés
Et ça, c'est assez hallucinant parce que je crois que Jérôme parlait tout à l'heure de la passion pour un projet. Chez nous, c'est juste hallucinant et tout le monde est engagé et donc il y a plein de gestes. Bon, bah, bien sûr, le tri des déchets, etc. Par contre, sur le chauffage, on n'est pas les mieux lotis sur le sujet, mais ça va bientôt changer parce qu'on va déménager là. On va avoir des grands locaux qui vont être plus sympas. Est-ce que tu sous-entends que la cantine n'est pas bien isolée? Ah, mais j'ai pas dit qu'on était à la cantine, attention. J'ai pas dévoilé ce critère. Mais non, mais après, il y a tout un tas d'actions qui sont... Mais c'est presque quotidien. Après, moi, personnellement, oui, j'ai un certain nombre d'actions du quotidien, mais qui sont... qui font partie de ce que j'ai connu. Après, pour moi, je suis pas dans l'effort, donc c'est un peu compliqué d'en parler comme ça. Je sais pas forcément répondre. J'avais une mobilette électrique à un moment de temps, mais bon, on me l'a volée. Si vous la voyez, je la cherche. Voilà, pour l'instant, j'ai plus ça. Mais non, voilà, il y a plein de petites actions qui sont faites. Voilà. Oui, vas-y. Ouais, du coup, moi, je pourrais répondre là-dessus. Alors, sur le fonctionnement de mon entreprise également dans mon quotidien, je suis sur le chemin du zéro déchet. Donc, qu'est-ce que c'est le zéro déchet? On peut peut-être en toucher deux mots. C'est le fait de ne produire aucun déchet qui ne soit ni compostable, ni réutilisable, ni recyclable. Donc, c'est tout simplement de ne plus avoir de poubelle tout venant. Donc, tout simplement. Et donc, l'idée, voilà, c'est de réduire au maximum tout ce qui ne peut pas être réutilisé, recyclé. C'est faire du compost, c'est acheter en vrac, c'est réfléchir à la provenance aussi de ce qu'on achète, puisque le cycle de vie a son importance. Et puis, du coup, concrètement, à Pirouette, par exemple, je fabrique mes cartes de visite à partir de cartonnettes réemployées avec des tampons. Toute la signalisation de la boutique est faite aussi à partir de ça, que de la cartonnette réemployée. Les panneaux également. Je fais des petits bolducs avec du papier de journal, des choses comme ça. Pareil, les paquets cadeaux carrément sont faits souvent à partir de papier réemployé. C'est vraiment réfléchir en termes de cycle, de circularité en fait. Et en fait, je sais pas, à Pirouette, je jette une poubelle une fois tous les 6 mois, quoi. Voilà, par exemple. Ça va être dur de rivaliser avec Pirouette, mais est-ce qu'en interne, vous avez des petits hacks, des petites techniques? Dans les petits actes qu'on peut poser, nous, on essaye d'introduire le bon usage, notamment des impressions, forcément. Donc, on a forcé toutes les imprimantes pour faire du 2 pages, recto verso, ça fait 4 pages par page, enfin par feuille. On peut utiliser des encres. Pas des encres, pardon, des typologies, des polices qui en fait sont pleines de petits trous. Donc on va juste économiser 30% d'encre en moins avec le même rendu. Et oui, il faut que je vous ferai une petite annonce sur le fil Twitter du Mashup sur le nom de cette police qui est vachement bien, très dur à trouver. Voilà, on s'est pris à mesurer la consommation électrique de tous les postes informatiques, des lumières, pour s'apercevoir qu'en fait... elles ne sont pas vraiment là, les économies, elles sont beaucoup dans le chauffage, comme disait Adrien, et nous aussi on n'est pas très bien lotis, on a un grand building où on ne peut pas le piloter, mais bon, on y arrivera. Alors chez Winat, je pense que 80% des gens, 90 viennent en vélo, à Lille et à Nantes, y compris moi, puisque moi, je ne passe pas toute ma semaine à Nantes, mais quand je suis à Nantes, je fais 8 km tous les matins et tous les soirs. Voilà, donc j'ai pris cette décision en arrivant à Nantes. C'est pas gagné parce que j'habite assez loin et quand il pleut, c'est pas marrant. Mais il pleut quand même. En fait, on m'avait menti. Voilà. Mais en tout cas, je pense que le vélo, ça pour moi c'est hyper important. Donc la localisation du bureau, ça c'est un choix important. Ensuite. On fait du matériel, donc de l'électronique avec du plastique, etc. Donc je peux pas au départ, j'aurais voulu faire quelque chose de biodégradable ou de respectueux de l'environnement. Je pense que ça aurait été compliqué de développer et de dire qu'un agriculteur, j'ai fait quelque chose avec du bambou, ça aurait pas tenu. Par contre, ma vision, elle est là et ma compagne, elle est dans l'industrie textile et mon rêve, c'est que mes capteurs, ils soient biodégradables. Voilà.
et que donc il n'ait plus d'impact sur l'environnement. Et donc il existe déjà des puces électroniques dissolvables dans l'eau, etc. Il y a déjà des choses qui existent. Et ça coûte cher, donc il faudra encore qu'on ait beaucoup de clients pour pouvoir faire du biodégradable. Voilà. Et puis ensuite, moi je pense que c'est la passion. Si les collaborateurs sont passionnés de l'activité, je pense que quand on est dans le green, je pense qu'il y a des convictions. J'ai entendu parfois mes équipes me dire, je suis allé au festival Green ce week-end, où donc je sais plus, tout est pensé green, quoi. Donc voilà, je pense que permettre ce type d'initiative en interne, c'est bien. Voilà. Merci. On arrive bientôt à la conclusion de cette table ronde, donc on va faire juste une dernière question, 1 minute chacun sur un thème. Là, on est en plein COP21. Pour vous, c'est quoi les grands axes de réflexion? Quelle est la grande mesure qu'on devrait prendre, à part couvrir toutes les pistes cyclables pour que Jérôme puisse venir le matin et pas se faire mouiller? Quel est le gros sujet? Les énergies renouvelables, les bâtiments, quel est pour vous vraiment l'axe le prioritaire? Je vais bien commencer. Pour moi, l'axe prioritaire, c'est peut-être la notion de biodéchets, de compostage. Le compost, c'est 1/3 de notre poubelle. Donc, tout ce qui est biodéchets, c'est 1/3 de notre poubelle. Et il faut savoir que généralement, la poubelle tout venant part à l'incinération. Donc, concrètement, dans les biodéchets, il y a de l'eau. Donc, concrètement, on met de l'eau dans un incinérateur, ce qui est un petit peu débile. Mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, pratiquer le compostage, c'est un peu l'enjeu général. Donc, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et bientôt, ça va arriver, l'obligation pour tout le monde de composter, le ramassage généralisé du compost. Et du coup, autant s'y mettre tout de suite. Et puis, donc, qu'on soit en appartement ou en maison, ça marche. Soit on peut utiliser des composteurs collectifs dans des résidences ou les lombricomposteurs à l'intérieur de son appartement. Tout est possible. Sylvain, une priorité autre que le compost ou le même, si tu partages cette conviction? Le compost, c'est bien. Tout. Hein? Non, Pour sauver la planète, ta priorité à toi, c'est quoi? Énergie renouvelable. Consommer moins, forcément. Et ce qu'on consomme, le faire avec des choses renouvelables. Nous, la France, on part de loin avec le nucléaire parce qu'on a l'impression de faire moins de gaz à effet de serre que les autres parce qu'on n'a pas de centrale à charbon, mais je pense qu'on peut pousser encore beaucoup plus loin. Moi, fidèle représentant de l'agriculture, c'est les circuits courts. Moi, j'ai des agriculteurs conventionnels avec qui je partage un rêve et je suis en train de faire des essais dans le Nord-Pas-de-Calais. J'espère que je le ferai aussi en Pays de Loire, où on est en train en 10 ans, le rêve, c'est de transformer 400 hectares d'agriculture conventionnelle en agriculture en circuit court. Donc avec des distributeurs automatiques auprès des fermes, etc., etc. Donc pour moi, ma vision, c'est le circuit court. Voilà. Et Adrien, on finit par toi. Moi, je pense que ce qui me semble prioritaire, c'est l'autonomie énergétique. L'autonomie énergétique, c'est quoi? C'est réussir à se passer de toutes les énergies fossiles, notamment, alors fossiles, on parle de pétrole, mais on parle aussi de nucléaire, parce que le nucléaire, il fallait chercher l'uranium quand même. Et que ça soit aussi bien dans l'automobile que dans le bâtiment. Et donc ça, c'est un truc qui me touche à cœur, parce que j'ai bossé dans l'automobile et maintenant plus dans le bâtiment. Et je pense que des gens comme Elon Musk avec Tesla sont en train de faire des vraies choses dans ce sujet. Et je pense qu'on n'est pas loin d'y arriver en plus. Parfait, je crois qu'on a toutes les solutions pour sauver la planète là, qui sont réunies. Je vais vous demander de rester parce qu'on passe au concours de pitch qui est animé par Juliette de Big Banana. Donc nos pitchers vont venir se confronter à cet impitoyable jury qui ira les challenger sur des questions. Et juste avant, on vous met juste une vidéo de Fred de Study Enjoy qui avait gagné le concours de pitch organisé par la BNP en septembre et qui était parti à Dakar. Donc là, cette fois, on n'offre pas un voyage à Dakar. On est désolé, c'est pas tout le temps. Mais vous avez quand même un atlas de 1001 startups et 2 heures de conseils avec 1001 startups. Donc c'est aussi intéressant. Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Je me présente, Frédéric Gibert, CEO de Study Enjoy. Je m'excuse de ne pas être avec vous ce soir. Mais bon, j'ai une bonne excuse, on est en finale du 303 tours, concours de pitch qui se passe en ce moment même à Audencia. On m'a demandé de vous faire un retour sur mon voyage à Dakar après avoir gagné le concours de pitch organisé par Mashup et la BNP Paribas. Donc voyage très intense, j'étais sur place pendant 3 jours.
Je suis arrivé le jeudi soir à 21h30 et reparti le dimanche soir à 23h30. Donc dès le vendredi matin, rendez-vous à l'autre bout de Dakar avec Mamba Soirée de Make Sense pour aller à la rencontre des grandes écoles de Dakar, où le projet a été très très bien reçu. On a été à la rencontre donc des administrations et des élèves. On est reparti avec 3 partenariats, donc on n'a vraiment pas perdu notre temps à ce niveau-là. Le jour même, il y avait aussi l'inauguration de l'exposition WEV avec la présence du Premier ministre sénégalais. Ça aurait été très très intéressante. Le lendemain, toujours avec Make Sense et Mamba et cette fois-ci aussi Nafi qui avait organisé donc un hold-up avec des gangsters. Alors je vous rassure, personne n'était armé. Pour ceux qui ne connaissent pas le principe, le hold-up c'est des grands brainstorming et les gangsters, pour ce qui nous concerne, c'était une vingtaine d'étudiants qui nous ont aidés à réfléchir à la problématique de Study Enjoy, comment acquérir un maximum de logements en minimum de temps et tout ça à moindre coût. Donc des centaines d'idées en sont ressorties, 3 stratégies ont été formulées, dont une qu'on est en train de mettre en place en ce moment même. Toujours avec Make Sense, et le soir, ils avaient organisé un événement qui s'appelle Music Make Sense. Donc c'est une table ronde où j'étais invité en tant que speaker. Les prises de parole étaient entrecoupées d'interventions musicales par des groupes sénégalais. J'y ai rencontré d'autres entrepreneurs qui amènent des solutions pour répondre aux problématiques d'hygiène, de santé, d'égalité, d'opportunités entre hommes et femmes au Sénégal, et j'en passe. Donc vraiment des gens incroyables et des projets hors normes. Voilà, nous voilà arrivés donc au dimanche. J'ai fait un peu de tourisme, hein, j'ai pas fait que travailler. Pour résumer, je suis très content de ce voyage, des rencontres humaines vraiment incroyables, des opportunités pour Study Enjoy grâce au partenariat avec les écoles. Et ça fait du bien de sortir de la France, ça nous rappelle qu'on vit dans un pays très bien organisé et qu'on a un peu tendance à se plaindre quand on ne devrait pas. Donc voilà, je vous laisse, passer une bonne soirée, à très bientôt.